Le plébiscite d'Alain-Claude Billy-Bizet, Premier ministre, chef de gouvernement par l'Assemblée nationale, c'était lors de sa déclaration de politique générale le mardi 24 janvier dernier. Le Premier ministre qui a donc recueilli 81% d'intention de vote, un vote de confiance accordé par l'Assemblée nationale. 12 actions prioritaires, 12 actions qui vont donc consacrer le programme d'Alain-Claude Billy-Bizet à la tête du gouvernement encadré par les 3P, donc, qui sous-tendent l'action politique d'Alain-Claude Billy-Bizet pour décortiquer, continuer à décrypter cette actualité relative à cette déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement. Je reçois dans l'île de Mire ce soir Marcel Libama, acteur majeur de la société civile gabonaise. Marcel Libama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'être encore ici ce soir pour s'adresser aux Gabonaises et aux Gabonais. Il y a également sur le plateau de l'île de Mire Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, formation politique appartenant à la majorité sociale et républicaine pour l'émergence. Pascal Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Il y a également sur le plateau Télésphore Obam Gomo, communicant, patron de l'OPAM, donc, qui est une organisation qui réunit des patrons de presse gabonais. Télésphore Obam Gomo, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Merci à tous les trois d'être autour de la table pour que nous décryptions cette actualité relative donc, au passage d'Alain-Claude Billy-Bizet devant les députés. C'était le 24 janvier dernier, un exercice républicain encadré par la loi fondamentale dans son article 28A. Alors, messieurs, il y a donc 12 axes prioritaires qui vont sous-tendre l'action d'Alain-Claude Billy-Bizet à la tête du gouvernement gabonais. Des axes prioritaires qui ont pour objectif de répondre dans l'urgence aux préoccupations des populations gabonaises. Le premier axe est consacré à la vie chère. Dans cet axe consacré à la vie chère, il y a une annonce importante qui a été faite par Alain-Claude Billy-Bizet, c'est celle relative à l'organisation des assises nationales contre la vie chère. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui, Télésphore Obam Gomo, lutter contre la vie chère au Gabon? Merci, M. Pambo. Oui, c'est une réalité parce que c'est ce qui alourdit le panier de la ménagère et rend difficile le quotidien de nos compatriotes. Le Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet, j'avais une crainte lorsqu'il a été nommé Premier ministre chef du gouvernement. Je craignais que le temps de son bail à la tête de la primature soit trop court. Mais au regard des différents axes qu'il a eu à décliner dans sa politique générale, j'ai eu un souffle normal qui est revenu pour la simple bonne raison, c'est que je découvre un homme pragmatique, un homme réaliste, un homme qui a fait l'inventaire de la situation du pays et a donné la possibilité de pouvoir dire il a eu à dire aux Gabonais ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire, d'ailleurs, et ce qui est en plus réalisable. Il n'y a rien de ce qui a été décliné qui paraît relever les 12 travaux d'Hercule. Bien au contraire, ce sont des choses qui sont faisables si et seulement si le chef d'orchestre qu'il est désormais à la tête du gouvernement mène à bien les équipes. Donc, la question de la vie chère constitue effectivement une priorité et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le premier point de son action. Et je crois que ça rapproche le politique, le gouvernement des populations parce que voici enfin une préoccupation qui inquiète les populations, qui intéresse les populations, qui est prise en compte et qui est mise en avant. Marcel Libama, on a vu la société civile gabonaise vent debout pour interpeller le gouvernement afin de trouver des réponses appropriées aux préoccupations des Gabonais dans cette politique de lutte contre la vie chère au lendemain de la pandémie de la Covid. D'ailleurs, pendant la pandémie même, la Covid-19, après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'inflation constatée sur le terrain en ce qui concerne certains prix, est-ce que la société civile que vous représentez est en phase avec cet axe prioritaire du gouvernement d'Alain-Claude Billy-Bizet? Oui, il faut dire que la vie chère aujourd'hui menace la paix sociale dans notre pays.
et c'est une priorité des priorités. C'est pourquoi nous disons que la question sociale doit être au cœur de l'agenda gouvernemental. Et le Premier ministre a fait si bien d'en parler. Mais de mon point de vue, le chemin qu'il nous propose pour aborder cette question ne me semble pas en phase avec le temps qui est imparti à ce Premier ministre. Il propose d'organiser des assises nationales consacrées à la vie chère courant mars 2023. Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'organiser ces assises sur la vie chère? Pas dans le contexte. Pourquoi? Et pourquoi? Je vais justifier. Parce que, vous savez, dans ce pays, quand on ne veut pas résoudre un problème, on met des commissions, on organise ce type de rencontres. Je sais comment ça se termine. Parce que la méthode qu'il utilise là, il faut qu'il y ait la concertation. Parce qu'il faut qu'il y ait des concertations. Mais il réunit l'ensemble des acteurs. C'est la méthode. Oui. Il y a la concertation, oui. Il y a la négociation, il y a la décision et il y a l'évaluation. D'accord. Vous voyez, ça prend du temps pour le faire. Alors que dans notre pays, il ne faut pas l'oublier que nous avons une commission nationale de lutte contre la vie chère qui est présidée par le ministre de l'économie. Mais qui a montré ses limites, oui ou non? Non, elle n'a pas montré ses limites. Je crois qu'il y a assez d'éléments concoctés par cette commission, on peut partir de là et avancer. Autre chose, il ne faut pas oublier, parce que lorsqu'on parle de la vie chère, on ne regarde que le panier de la ménagère. Or, la vie chère doit toucher tous les postes des budgets des familles. Ça doit aussi toucher l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est pourquoi j'aurais voulu que ce ministère soit dénommé le ministère de la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat. Parce que les raisons, les causes de cette vie chère, vous avez à l'intérieur des causes exogènes et endogènes. Il y a des causes sur lesquelles le Premier ministre ne pourra pas jouer là-dessus. Donc il faudra, de notre point de vue, aussi se pencher sur l'amélioration du pouvoir d'achat. Et là, nous avons un certain nombre de propositions à faire là-dessus. D'accord. Pascal Nkoulou, alors, Marcel Libaba prend à rebours le propos du Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet. La concertation nationale ou les assises nationales souhaitées par le chef de gouvernement qui seront organisées en mars prochain verront la participation des professionnels du secteur, donc l'administration publique, les collectivités locales, la grande distribution, les revendeurs, les syndicats de commerçants et les associations de consommateurs. Mais Pascal Libaba estime que ce sera peut-être une rencontre de trop. Je crois que Marcel Libaba n'a pas de manière tout à fait précise mesuré l'engagement pris par le Premier ministre. On a, au cours de la déclaration du Premier ministre, relevé des éléments importants qui sont de nature à situer de manière directe la volonté d'abord de l'homme et ensuite une volonté de mieux faire par l'écoute, par la concertation et par la proximité. Il l'a dit en définissant son action autour des priorités. Ces priorités, il leur a donné un chrono. Il va s'offrir les moyens de le réaliser. Et il a conclu en disant, ce que nous ne pourrions pas faire, ça ne suppose pas, ça ne veut pas dire ce que nous ne ferons pas. Ce qu'à terme nous n'aurions pas pu achever, nous dirons que nous n'avons pas pu le finir. Et ce que nous ne pouvons véritablement pas entamer, nous aurons aussi la responsabilité de dire que nous n'avons pas pu le faire. Je crois que le Premier ministre invite à la fois au patriotisme, donc à la prise de conscience de nos engagements individuels, à l'excellence, trouver des solutions dans un temps relativement court pour soulager des situations les unes plus difficiles que les autres. Et ensuite, à l'humilité, reconnaître que nul n'a le monopole de la connaissance. Cet exercice, il faut le mener ensemble. Or, aujourd'hui, l'une des situations les plus évidentes à laquelle n'est pas simplement confronté que le Gabon tout seul, mais l'ensemble des pays de la planète, c'est la situation relative à la vie chère du fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait exploser le pouvoir d'achat de tous les pays, hormis les États-Unis évidemment et la Chine. Tous les autres pays de la planète donc, ont des difficultés à assumer leur pouvoir d'achat. Et lorsque le Premier ministre invite à la concertation, ce n'est pas une concertation de trop. Il lui faut, lui, en tant que nouveau décideur,
en tant que patron de l'administration publique, en tant que guide du gouvernement, remodeler les initiatives déjà prises pour les souscrire ou les inscrire dans son agenda. Je crois que ce n'est pas de trop. S'il ne fait rien, les mêmes syndicalistes, les mêmes responsables, les mêmes partenaires, il ne nous a pas consultés. Une vous invite à la consultation, vous estimez que c'est une concertation de trop. Mais à quel moment donc choisirez-vous d'exposer vos propositions? Non, je crois que M. Libama ne dit pas les choses de manière intelligible. Je m'explique. Il parle de contexte. J'aimerais savoir lequel des contextes. Nous sommes ici au Gabon. Les Gabonais se plaignent que le panier de la ménagère est devenu trop lourd. On a un nouveau Premier ministre qui annonce que nous avons entendu, on va prendre ce problème à bras le corps en organisant une concertation pour pouvoir échanger avec tous les partenaires concernés par cette question. Et puis, nous traitons le sujet pour pouvoir essayer de l'éradiquer au maximum, ou bien assez rapidement. Première chose. Donc, je ne sais pas de quel contexte il faut encore parler, de quel contexte il faut attendre, lequel. J'aimerais que M. Libama nous situe déjà. Bon. Deuxième chose, il parle de l'amélioration du pouvoir d'achat. Mais c'est un effet immédiat. Dès l'instant où on lutte contre la vie chère, où on rabaisse les prix des produits de première nécessité, par exemple, automatiquement, le pouvoir d'achat, il augmente. Automatiquement, il devient plus imposant. Pourquoi? Si la bouteille d'huile, le sac de riz, etc., vous revenez à 15 000 francs et que votre salaire était par exemple de 30 000 francs, mais naturellement, si on baisse les prix et qu'on dit désormais ces trois produits-là vous font 10 000 francs, mais vous avez gagné 5 000 francs. Est-ce que ce sera tenable, est-ce que ce sera tenable par le gouvernement, sachant qu'il y a des efforts qui ont déjà été consentis par le gouvernement, au moins 13 milliards de francs CFA, en ce qui concerne par exemple l'indexation des prix, il y a une nouvelle mercuriale. Est-ce que c'est tenable dans la durée? Il y a deux choses. Un, est-ce que ce qui est arrêté comme mesure, juste et bonne d'ailleurs, est appliqué et respecté? Première chose. Deuxième chose, il faut à chaque fois, nous sommes dans un pays en développement, il faut à chaque fois discuter encore et discuter toujours. Les partenaires sociaux sont là pour ça, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois réunir les gens. Dès l'instant où on constate un problème dans un pays, il faut réunir les gens et on discute. Dès l'instant où on a discuté, on peut trouver un terrain d'entente pour que les choses aillent dans le meilleur sens. Marcel Libama, à quel niveau, selon vous, cette concertation ou ce projet-là a des limites? Monsieur Pambo, depuis tant de temps, je participe aux négociations avec ce même gouvernement. On dit chez nous que le chien s'assoit toujours de la même manière. Ce sont les mêmes hommes qu'on a en face de nous. Et je sais ce que c'est la concertation dans le domaine de la vie chère. Après les concertations... C'est un procès en sorcellerie. S'il vous plaît, ne pas interrompu. C'est un procès en sorcellerie. Je sais que vous êtes plus intelligent que moi, mais moi j'ai eu l'intelligence de vous laisser s'exprimer jusqu'à la fin. Ce n'est pas un monologue, c'est un débat. De grâce. Mais je veux dire, je connais les négociations. Lorsque vous finissez la concertation, dans la concertation, les gens vont exprimer leurs attentes. Vous voyez? Et après, les gens vont faire aussi des propositions. Après, on va passer à la phase des négociations. Parce qu'il va falloir que le gouvernement négocie avec les importateurs et autres, etc. Quand nous parlons de la baisse des prix, nous voulons une baisse significative. Parce qu'on peut aussi baisser 5 francs, c'est aussi la baisse des prix. Mais nous voulons une baisse des prix significative. Le Premier ministre... Et le gouvernement, à un moment ou à un autre, parce que je sais que le tendon d'Achille de notre gouvernement, ça a été toujours son incompétence en matière de négociation. Le gouvernement est un médiocre négociateur. Nous le savions tous. Que ce soit avec les partenaires sociaux, que ce soit les contrats qu'ils ont avec les compagnies pétrolières, nous avons un problème au niveau de cette compétence au niveau du gouvernement. Non, on n'allait pas vous dire que toutes les négociations entravées par le gouvernement n'ont jamais abouti avec les partenaires sociaux. Il y a bien... Non, mais je ne m'interromps pas parce que je voudrais répondre pour dire qu'il faudrait négocier et après les négociations, il faudrait prendre des décisions. Et le gouvernement serait obligé de prendre des décisions d'autorité sur le plan réglementaire. Mais et ça prend du temps. Quand je disais le contexte, ne nous voilons pas la face. Ce gouvernement est là pour préparer
la réélection du président de la République. Et là, pour préparer les élections, il ne faut pas l'oublier. C'est pas une tare. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une tare. C'est pourquoi je dis que le temps qui est imparti, il a juste un semestre. Mais aussi, Donc, beaucoup de choses, monsieur emprunter un tel chemin, vous allez m'excuser, nous n'allons pas voir des résultats significatifs en empruntant un tel chemin. Je crois que nous avons beaucoup. Il y a une commission, je continue à dire, qu'il y a une commission nationale, je dis bien, il y a une commission nationale pour la lutte contre la vie chère. Et lorsqu'on lutte contre la vie chère, il ne faut pas se limiter uniquement au panier de la ménagère. Marcel Ibama. Il faut aussi parler des produits de grande consommation. Il faut aussi intégrer, excusez-moi, jouer aussi sur le pouvoir d'achat. Parce que on est dans un débat. Excusez-moi, je chute, permettez-moi. Parce qu'il y a des populations vulnérables, il y a des populations démunies. Il faille prendre des mesures sur le pouvoir d'achat de ces populations vulnérables. Alors, du gouvernement aussi. On a parlé du sens de la concertation. Les plus vulnérables dans ce pays. On ne peut pas éluder le problème du pouvoir d'achat. Mais d'où le sens de la concertation. Vous ne pouvez pas commencer à faire un procès en sorcellerie sur un projet qui n'a même pas encore vu le jour. On annonce quelque chose. Vous dites que... Je connais beaucoup de concertations d'abord. Les résolutions, les recommandations sont dans les tiroirs et on n'en fait rien. Il faut qu'il aille droit au but. Monsieur Libama, vous avez parlé tout à l'heure. Il aura tout à gagner. Ne dites pas une chose et son contraire. Vous avez dit tout à l'heure que Alain-Claude Bilé-Binzé, le Premier ministre, est là pour assurer la réaction d'Ali Bongo Ondimba. Mais si il veut assurer la réaction d'Ali Bongo Ondimba, il faut qu'il le fasse sur la base d'un bilan. Et le bilan, on le gagne comment? On le gagne à travers les actions qu'on pose. Donc, à partir de cet instant-là, dès l'instant où il y a une concertation, dès l'instant où on tombe d'accord sur ce nombre de choses, à partir de là, on décide. Maintenant, M. Pambo, je termine par quelque chose. Les procès en sorcellerie, il faut les arrêter. Ce sont les rengaines qu'on entend qui ne reposent sur rien du tout. C'est du bluff verbal qui n'apporte rien à la République. On ne peut pas être systématiquement en désaccord sur tout et n'importe quoi, non. La négociation, vous savez, on peut tout reprocher au Premier ministre Alain-Claude Bilé-Binzé. On ne peut pas le reprocher, c'est une qualité qu'il a. Notamment l'art de la rhétorique et l'art du dialogue, l'art de la négociation. On ne peut pas le lui reprocher. C'est pas la même chose. Allez-y, allez-y. Non, moi je pense... Si vous pouvez donner les définitions des trois concepts, on va commencer à débattre. Non, moi je crois que... On va revenir vers vous. Pascal Koulou, alors on reparle évidemment du contexte, c'est un mot qui est cher à Marcel Libama, le contexte qui part de 2019 à partir de l'éclatement de la pandémie de la Covid-19 à travers le monde, les 2 années difficiles vécues par le monde, pas le Gabon seulement, la guerre russo-ukrainienne. On a vu que les organismes internationaux dans le domaine financier, la Banque mondiale, le FMI, ont évidemment accompagné les États du monde entier pour pouvoir contenir l'inflation dans le Gabon. Et le gouvernement gabonais qui a fait des efforts justement pour contenir cette inflation-là en injectant des milliards et des milliards justement pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations ne s'érode pas de façon significative. Donc il y a quand même des milliards qui ont été injectés pour pouvoir contenir cette inflation. On a fait plus que ça, je pense, du gouvernement de la République. Il y a eu ce qu'on appelle un blocage des prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte des différents paramètres qui rentrent en compte dans la fixation des différents tarifs en fonction des produits, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances ayant conduit soit à l'augmentation des taxes douanières, des prix de transport, le gouvernement a pris sur lui de bloquer des prix de plusieurs produits de première nécessité. Et aujourd'hui, ça aide. Il faut pouvoir être réaliste. Ce que je voudrais dire, répondant à la question à la préoccupation qui est toute faite légitime, mais c'est parce que M. Libama n'a pas regardé à la contexture du nouveau gouvernement. Il y a un ministère qui se charge de façon beaucoup plus précise de la lutte contre la vie chère. Ça suppose quoi? Ça suppose que le Premier ministre n'a pas attendu la concertation pour commencer à mener des réflexions, pour engager la réflexion à l'échelle nationale, parce qu'un ministère spécifiquement dédié à la lutte contre la vie chère suppose qu'il a déjà pris sur lui la responsabilité de conduire une réflexion en visant d'apporter des réponses précises sur certaines situations en rapport avec la nécessité de booster le pouvoir d'achat et en même temps faire en sorte que ceux qui ont des économies les plus faibles ne ressentent pas les fluctuations. Donc, il a déjà pris la mesure. Il est même déjà au niveau de l'action. La concertation va être simplement une opportunité, un cadre pour échanger avec les hommes d'affaires, ce n'est pas les syndicalistes, de changer avec les partenaires sociaux, de changer aussi avec les consommateurs. Il l'a dit. Je crois qu'il faut pouvoir
lui accorder les éléments de confiance qui font en sorte que son objectif politique, c'est effectivement la réélection. Mais cette réélection passe par des résultats. Donc, il va travailler pour avoir des résultats et assurer au mieux sa mission. Marcel Ibama, pour terminer sur ce premier point consacré donc à la lutte contre la vie chère et l'organisation de ces assises nationales, il est prévu lors de ces assises que la structure des prix soit revue. Le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée nationale. Il y a une nouvelle mercuriale qui a été élaborée et mise en application depuis le mois d'octobre dernier. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun aujourd'hui de revoir la structure des prix au Gabon? Non, c'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre quelque chose d'important. Les Gabonais ne s'alimentent pas, en bolo, dans ces cadeaux. Les Gabonais s'alimentent, dans les commerces de proximité. Chez les boutiquiers, chez Tunkara, chez Mamadou, chez Fofana, selon le pouvoir d'achat. Chez Touré. Selon le pouvoir d'achat. Dans les endroits où les contrôleurs ne peuvent même pas souvent y accéder. C'est là où les Gabonais font leurs achats. Il faut vraiment tenir compte de cela. Donc, la structure de notre économie, il faut la moderniser. Si économie il y a. Parce que l'inflation, je reviens des provinces du Haut-Togoé et de l'Ogooué-Lolo, quand Pascal Nkoulo parle qu'on a bloqué les prix. On a bloqué quel prix? Les prix ne sont pas bloqués, les prix sont peut-être bloqués dans les grandes surfaces, etc., là où on a besoin de contrôler, mais au fond des quartiers et autres, les prix ne sont pas bloqués. Allez-y voir, vous allez voir le kilo des ailes à 2000 francs, les prix ne sont pas bloqués. Je ne voudrais pas nous mentons pas. Les Gabonais sont en train de tirer le singe par la langue dans toutes les provinces, dans toutes les localités. Et plus précisément, je ne vais pas vous interrompre. Ce sont les provinces enclavées aujourd'hui comme le Haut-Togoé et le Goué-Lolo. Je suis d'accord avec toi. Ne venons pas mentir aux Gabonais sur ce plateau pour dire que les prix ont été bloqués. Une situation ponctuelle que celle que vivent les populations dans le Haut-Togoé et le Goué-Lolo due à l'arrêt du trafic ferroviaire. C'est pas vrai. Oui, allez-y. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Une catégorie de Gabonais, d'ailleurs non limitée, se ravitaille dans les commerces de proximité. Mais une bonne partie des Gabonais se ravitaille également dans les grandes surfaces. Donc, il ne faut pas qu'on vienne affirmer des choses ici qui ne correspondent pas à la réalité. Et ceux qui vont dans les grandes surfaces, c'est qui? Les extraterrestres, ce sont des Gabonais, M. Pambo. Bon, le gouvernement prend des mesures, et ça je l'ai dit, lorsque le Premier ministre a organisé, pas de concertation. Je vous ai dit, il y a deux choses. Soit il y a des mesures qui existent déjà, mais qui ne sont pas respectées, c'est ce que M. Libara relève certainement en disant il y a des prix qui ne sont pas bloqués X endroit ou Y endroit. À partir de là, lors de la concertation, on va relever cela parce que, on dit, le pays est en développement. Donc, la construction, la vérification, le suivi se fait au quotidien en permanence. Là, il y a des manquements. On va venir apporter des ajustements pour que les choses puissent mieux se faire. Mieux se faire. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on prendra de nouvelles mesures après concertation, après discussion avec les partenaires sociaux et les hommes d'affaires et autres, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut au mieux, encore une fois de plus, faire profiter aux Gabonais de leur pouvoir d'achat, faire profiter aux Gabonais d'un panier de la ménagère conséquent et digne. Donc, qu'on ne vienne pas dire ici des choses qui ne correspondent pas à la vérité, parce qu'il faut venir faire nourrir un cancer verbal. On va rester sur le plan social, évidemment, puisque c'est un secteur qui tient à cœur le gouvernement de la République sous les orientations du président de la République et les populations gabonaises, évidemment. Il y a comme une forme de chape de plomb sur la tête des populations en ce qui concerne le social. On était sur la vie chère. Deuxième axe prioritaire de la politique d'Alain-Claude Billy-Binzé, Premier ministre, chef de gouvernement, Marcel Ibama, c'est la route. La route, avec comme annonce faite par le Premier ministre, la volonté pour le gouvernement d'entretenir plus de 1400 km de route de terre en terre, notamment la route économique que vous connaissez, que vous avez empruntée récemment. Ça devient une priorité de priorité aujourd'hui. Je vous assure, c'est du pipeau. On pourra revenir ici là dans 6 mois. Vous allez voir que l'état des routes est toujours le même. Je ne suis pas venu ici
faire des propos dithyrambiques sur le Premier ministre. Je connais la juge. C'est le même gouvernement. Excusez-moi. C'est le même gouvernement. On n'a pas d'autres personnes là. S'ils n'ont pas pu... C'est le même... Ce n'est pas le même Premier ministre, bon. M. Libama. Je vous assure que les Gabonais... Mais non, mais vous pouvez défendre le Premier ministre, je ne vous empêche pas de laisser-moi développer. Je défends la République. D'abord, je défends la République. J'ai dit que ce n'est pas possible. Attendez, je reformule. Sur la route. Je défends la République. Téléphone Bangomo, s'il vous plaît, pardon. Alors, Marcel Ibama, je reformule la question. Oui. Alors, il y a évidemment, on sait, des chantiers importants, certains chantiers qui ont été initiés. Dans les deux mandats d'Ali Bongo Ondimba, notamment l'axe Tchibanga, par exemple, pardon, Dende Tchibanga, la route qui n'est pas arrivée à son terme, le goudron s'arrête à 27 km de Tchibanga à Penyondou. Il y a l'axe Obama-Kokou, par exemple, l'axe Tchibanga-Mayumba, le goudron s'arrête à une dizaine de kilomètres de Mayumba. Mais le Premier ministre estime qu'en plus de ces tronçons qu'il faut terminer, mais il y a la nécessité et surtout l'urgence d'entretenir plus de 1400 km de route en terre, latérité. Ce sont de voies secondaires importantes aussi qui peuvent permettre des enclavements, non, des localités. Mais oui, mais ce discours-là, on l'entend tout le temps avec tous les premiers ministres. Mais ce que j'ai envie de dire, le temps qui est imparti au Premier ministre est un temps assez court. Et nous sommes dans l'urgence. Et nous disons ceci, nous parlons des routes carrossables. Et je prends par exemple la transgabonaise, la route économique, Alembe-Mikoui. Et vous savez que cette route-là traverse comment ça s'appelle, la forêt des abeilles, une zone très humide. Ce qui est important pour nous, il semblerait qu'il faut traiter, il y a trop de bourbiers. Il faut traiter les bourbiers. Et l'outil approprié pour traiter les bourbiers, nous pensons que c'est la remise sur pied des subdivisions des travaux publics. Or, aucune subdivision aujourd'hui des travaux publics n'est opérationnelle. C'est moi qui vous le dis. Vous n'allez voir, pas de camion, pas de niveleuse, pas de chargeur. Il n'y a rien du tout. Et quand il annonce un tel kilométrage, j'en doute. On ne peut pas faire une opération du Saint-Esprit en 6 mois. Donc, il faut revoir toutes ces annonces-là à la baisse. Pascal Koulou, c'est irréaliste, comme le dit Marcel Ibama, entretenir plus de 1400 km de route latérité au Gabon, sachant qu'il y a ce budget mis à la disposition des provinces, 2 milliards de francs CFA pour permettre justement le développement local et que certains ont mis à profit justement ces budgets-là pour l'achat d'engins qui pourraient permettre d'entretenir ces routes. Je crois que lorsqu'on rassemble les moyens de sa volonté, on arrive à des résultats en fonction du temps que l'on se donne pour les atteindre. C'est un fait. Aujourd'hui, lorsque le Premier ministre a parlé d'améliorer les voies de communication qu'il y a dans notre pays, il a mis un accent particulier sur les routes départementales. Ça voudrait dire qu'il va y avoir une action double, à la fois sur la route nationale, mais également sur l'interconnexion de provinces pour permettre une meilleure fluidité, mais aussi une meilleure façon d'économiser l'usage des voies de communication. Ça veut dire que c'est un objectif qui peut être atteint. Il va simplement falloir que les moyens qui doivent permettre de répondre à ce type de situation lui soient accordés. C'est tout. Et je crois qu'il saura se donner les moyens parce qu'à côté, il y a un objectif politique. Ce que je vais dire par rapport aux préoccupations qui sont d'ailleurs très nombreuses, celles de M. Libama, c'est que M. Libama ne désengageait pas le citoyen de manière systématique. Lorsque vous avez parlé de vie chère, vous avez un élément de taille. Monsieur le Premier ministre a parlé de patriotisme. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que dans votre quartier, quelqu'un pratique de manière tout à fait délibérée des prix de façon excessive, il revient aux citoyens de le dénoncer au travers des associations de consommateurs, au travers de tous les relais qui existent. Donc, ce n'est pas de la faute de l'État. Si les gens, vous savez, il y a l'esprit de gain, de contrôle, de vouloir multiplier constamment ses revenus, ça existe. Mais c'est aux citoyens de faire aussi le gendarme. Les citoyens le font tous les jours. Les citoyens le font tous les jours, Pascal. Les citoyens le font tous les jours. La même chose est valable pour la route. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les routes départementales, le fonds d'investissement qui a été mis à la disposition de chaque province, je crois logiquement, parce que ce n'est pas la peine d'aller inventer la roue. La priorité aujourd'hui pour toutes les provinces du Gabon, c'est d'avoir des routes départementales qui sont praticables en toute saison. Il y a un budget de 2 milliards
qui existe par province, ça veut dire qu'à la limite, il va y avoir des possibilités d'interconnexion beaucoup plus rapides. Parce que chaque assemblée... Monsieur Libama, ce n'est pas toujours intéressant d'avoir un regard apocalyptique sur tout. Dans ce cas-là, on n'est pas mort, on est vivant. Et quand on est vivant, c'est pour trouver des solutions. Je crois qu'il y a des problèmes. Monsieur le Premier ministre s'est engagé à trouver des solutions. Et il a été assez réaliste en disant, nous devons faire avec les moyens que nous avons. Le Gabon se construit avec son véritable potentiel. Et le potentiel, il y en a. Est-ce que les 2 milliards de francs CFA mis à la disposition des provinces pour le développement local, est-ce que ce n'est pas le début d'une solution par rapport à l'entretien de ces axes routiers-là? Je souscris à tout esprit constructif et positif pour son pays. C'est ça justement le patriotisme. C'est ça justement le patriotisme. Qu'est-ce qu'on a souvent reproché à nos acteurs politiques et à nos acteurs publics? La volonté. On dit très souvent, ce n'est pas la technicité qui manque, les hommes compétents et capables existent. Ce n'est pas les budgets généraux qui manquent, parce que quand on voit les dépenses qui existent, les budgets, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser de grandes choses dans notre pays. Ce qui a toujours manqué, c'est la volonté. Et voici qu'on a un Premier ministre. Accordons au moins, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir y souscrire, accordons au moins le bénéfice de toute la personne disant, bon, 6 mois, ce n'est pas non plus la fin du monde. En attendant 6 mois, on fera le bilan pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous l'avons dit ici sur ce plateau, que lorsqu'un Premier ministre arrive, il fait une déclaration politique générale. Lorsqu'il s'en va, on prend sa déclaration politique générale et on coche les cases de ce qui a été annoncé. Et ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On coche les cases. Sur le cas échéant, le Premier ministre Alain Bilebile est venu annoncer des choses. Et je vous assure, je continue à penser, à croire que cela est réalisable. Marcel Libama, quand même, pointe... ce sont les chantres de la négativité. Dans ce pays-là, ils sont connus. Ils sont connus. Vous savez, autant je sais être critique. 6 mois pour entretenir plus de 1454 km de route à travers le Gabon. Qu'est-ce qui est possible? Téléphone Bamgobo, vous avez quand même des vidéos que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, des voies... Monsieur Pambo, je suis heureux de vous annoncer... Qui se dégradent. Je suis heureux de vous annoncer, par exemple, que depuis 2 jours... Dans mon quartier, la cité parlementaire à Missa, on a commencé à faire les travaux de la route. Mais les travaux dans le Goulou, département de Goulou... C'est quoi je dis que... Est-ce que vous avez une idée de ce que représente aujourd'hui la route dans Mimongo à Logo? C'est quoi je vous dis seulement... Alain Bilebile, le Premier ministre, a bien précisé, ça ne veut pas dire que tout sera fait en 6 mois. Il a dit, il a eu l'humilité et l'honnêteté de le dire. Mais en même temps, il a annoncé ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. C'est annoncé. En 6 mois. En 6 mois, mais monsieur Libama, vous savez, on n'a pas besoin parfois d'un siècle pour faire des grandes choses. Moi, je ne suis pas naïf. Hein. Nous également. Moi, je ne suis pas naïf. Nous également. J'ai dit bien, je ne suis pas naïf. Mais nous également. Vous savez, nous sommes en fin de mandat. Quand je parle du contexte, si vous ne comprenez pas le contexte, vous n'allez pas comprendre l'action du Premier ministre. Cette action s'écrit dans un contexte bien précis. Donc, selon vous, le Premier ministre est en train de vendre le vent. Vous savez qu'en début de mandat, on engage des réformes qui fâchent pour avoir des bons résultats après. En fin de mandat, on caresse l'électorat dans le sens du poil. Il a ça en tête. Mais quelle réforme qui fâche là? Ce que je voudrais dire, les annonces des premiers ministres, des engagements du gouvernement, on en sait quelque chose. Ce qu'ils sont est si fort que beaucoup de Gabonais ne croient plus à la capacité de transformer le Gabon en 6 mois, en fin de mandat. C'est pas possible. Donc, selon vous, le pays doit être à l'arrêt ou on doit continuer? D'abord, je me réjouis de son arrivée, ça je tiens à dire, parce que le précédent Premier ministre, c'était une calamité. On était quand même, c'était un point commun qu'on avait, toi et moi. Quand tu parles, je connais tes diatribes par rapport à Rose. Et j'étais d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est libéré. Je trouve même qu'il arrive un peu tard. On a trop gardé Osoka alors qu'elle montrait déjà depuis longtemps ses faiblesses. Elle devait quitter depuis ce gouvernement. Donc, monsieur Bilebile arrive un peu comme le médecin après la mort. Non, quelle que soit la compétence. Je n'ai pas dit que le Gabon est mort. Je n'ai pas dit que le Gabon est mort. Mais je ne crois pas, avec l'équipe gouvernementale qu'il a, sa capacité à transformer
de manière significative le Gabon en 6 mois. C'est pas possible. Parce que le Premier ministre, il faut le retenir, hein, tu le sais très bien comme moi, M. Ngomo, que le pouvoir n'est pas à la primature. Le pouvoir est au bord de mer. Le Premier ministre n'a pas toujours... Mais c'est pas des incantations, c'est la réalité. Allez lire le livre du Premier ministre Raymond Ndongsima. Je vais juste dire une chose. Est-ce qu'il a les coups de front? Autant je suis en désaccord avec le management qu'a eu appliqué Mme Osuka, mais je ne me permettrai pas, par élégance morale et par éducation, de traiter cette dame de calamité. Non, je ne ferai pas ça, M. Libama. Je n'ai pas traité de calamité, j'ai parlé de ses résultats. Bon, les résultats. Bon, ah oui. C'est tout comme. Non, c'est pas comme. C'est pas la même chose. Maintenant, ce que je veux dire. Ce qui est calamiteux, ce sont les résultats. Ce qui est bien parce que l'émission va passer. Est-ce qu'on vous voyez le type du nouveau Premier ministre? C'est un peu... Ce qui est bien, c'est que l'émission sera rediffusée et l'opinion publique appréciera. Absolument. Ce que je veux dire, par contre, Alain-Claude Bilé-Binzé arrive peut-être un peu tard. Je vous l'ai dit au début, en disant effectivement... Pas un peu, très tard. Non, c'est votre avis. Permettez que je puisse donner le mien. Le président de la République est le seul maître des horloges, donc il décide de nommer un Premier ministre au moment qui semble être le plus adapté pour lui. Nous sommes des analystes, et analystes, on peut donner un avis sur l'action du chef de l'État. Si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si elle est positive, si elle est négative, etc. Je continue à penser qu'effectivement, le nouveau gouvernement aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Ça nous aurait évité de pouvoir plonger le pays dans trop de grandes difficultés qui naturellement rendent l'exercice du successeur de Mme Osuka plus complexe que ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, mais en même temps, je dis bien, qu'est-ce qui est insurmontable dans notre pays en réalité? Lorsque M. Libama parle, il dit, en début de septennat, on engage des réformes les plus difficiles qui fâchent. Très bien. Lorsque on arrive à la fin du mandat, on caresse l'électorat dans le sens du poil. Très bien. Effectivement, ce sont des réalités politiques qu'on voit un peu partout dans le monde. Mais lorsqu'on décide de faire la route, n'est-ce pas caresser le sens l'électorat? Lorsqu'on décide de lutter contre la vie chère, n'est-ce pas caresser l'électorat? Lorsqu'on décide de régler le problème de l'eau et de l'électricité dans le pays, n'est-ce pas caresser l'électorat? Non, je dis bien, moi je voudrais qu'on ait un discours responsable ici, parce qu'il y a des Gabonais qui nous suivent. Ce n'est pas, on ne va pas à chaque fois jeter tout, dire que tout est mauvais. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. On a le droit de le dire et faire des propositions par derrière, comme on a le droit également de pouvoir saluer lorsqu'il y a des initiatives qui sont annoncées et en phase de réalisation pour certaines. Alain-Claude Bilé-Binzé, dans son programme, dans sa déclaration politique générale, a été on ne peut plus pragmatique, pour ne pas dire réaliste. Il n'a pas annoncé des choses que normalement le commun des Gabonais, ceux qui sont un tout petit peu instruits et au fait de l'action publique, qu'est-ce qui est irréalisable? Je voudrais savoir. Qu'est-ce qui est irréalisable dans ce qui est annoncé? Est-ce que fait une constatation? Ceux qui ne sont pas instruits. Non, c'est pas ce que j'ai dit, M. Bilibama. Mais oui. D'accord. Je suis assez direct. On va écouter Pascal Nkoulou pour nous intéresser à l'axe consacré à la santé, évidemment qu'il y a, et c'est le principe, et c'est normal au niveau de la gouvernance de l'État, par le gouvernement, des réformes, il y a des projets qui sont initiés dans le domaine de la santé également. Rien à dire de spécial par rapport à ce volet lié à la santé, sinon que ces efforts-là annoncés par le Premier ministre, chef de gouvernement, de la construction de nouvelles infrastructures sur l'ensemble du territoire, dans certaines localités. Il faut partir du principe que le Premier ministre ne démarre pas au point zéro. Un certain nombre de chantiers avaient déjà été initiés. Tout le monde a constaté que certains de ces chantiers, notamment les plus importants, avaient du retard dans l'accomplissement par rapport au cahier et au calendrier qui leur avait été concédé. Je crois qu'avant d'être Premier ministre, M. Alain-Claude Bilé-Binzé était déjà en charge de procéder à l'inspection de tous ces chantiers à travers le pays. Donc il y a une amorce. Ce que l'on a regretté et que beaucoup de Gabonais ont dénoncé, c'est le retard accusé dans la réalisation et la livraison de la plupart des chantiers initiés par les différents gouvernements qui ont précédé. M. Alain-Claude vient donc pour parachever des engagements politiques et publics engagés par le chef de l'État à l'entame de son mandat. Il n'y a donc pas là comme une rupture au regard de ce que M. Libama dit, c'est-à-dire que c'est à l'entame d'un mandat que l'on annonce des réformes difficiles. Les réformes difficiles ont été menées parce qu'on ne peut pas envisager faire l'inventaire de ce mandat sans tenir compte des imprévus et des impondérables qui sont arrivés.
Personne n'avait prévu la crise Covid. La crise Covid a conduit à une organisation spécifique dans un régime de crise. C'était des moyens colossaux qui ont été mis en place pour gérer un État à l'arrêt de production pendant plus de 2 ans. Il fallait le faire. Je crois que le Gabon s'en est sorti. Et à peine sorti de cette période, qui est une période difficile, et le Premier ministre, nous sommes entrés dans une autre période tout aussi imprévue avec la guerre en Ukraine, entre la guerre. Il y a la maladie du chef de l'État. Et la Russie. Il y a la maladie. C'est justement abonné ce point-là. Il est celui qui, de manière tout à fait responsable, a reconnu que la situation sanitaire traversée par le chef de l'État a été un frein aux initiatives qui auraient dû connaître une accélération. Donc, je crois que ces trois facteurs cumulés ont permis au Gabon d'avancer, mais d'avancer à un rythme responsable. Aujourd'hui, les trois facteurs qui sont l'origine des différents retards sont plus ou moins contenus, et ça c'est vu par la croissance que connaît notre pays aujourd'hui. Donc, les chantiers et les ressources étant disponibles, les chantiers ayant démarré, il n'y a aucune raison que certains de ces chantiers n'aillent par terme avant l'ouverture de la campagne électorale. Mieux, ce que nous devons intégrer pour ne pas faire dans le tout d'élection, c'est que des projets d'État peuvent être entamés sous un mandat et être conclus dans un autre mandat. Le tout, c'est qu'on voit qu'il y a une amorce et qu'on voit qu'il y a une volonté. Parce que, comme le disait M. Bamungomo, ce que tout le monde a déploré dans ce pays, c'est que les moyens sont disponibles, les compétences sont disponibles, mais il manque la volonté. Alain-Claude Biliminze a la volonté de faire vite, de faire bien, et pour cela, je crois que dans ce qu'il a dit, un historique. On oublie ça, c'est que Alain-Claude Biliminze a son corps défendant, c'est qu'il fait partie des rares ministres qui, lorsqu'il est passé dans différents départements ministériels, a toujours engagé les réformes, apprécié ou pas apprécié, mais a toujours initié des réformes. Et il y a un et en plus, qui ont voilà. Ouais, d'accord. Marcel Libama, on reste sur le social. On va aborder la question relative, évidemment, à cet effort consenti par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République pour sauver la CNSS. Comme vous le savez, avec la désignation d'une administration provisoire, un conseil de surveillance. Aujourd'hui, la structure a été placée sous pavillon privé, la Fédération des entreprises gabonaises. Le Premier ministre a annoncé devant la représentation nationale que le président a consenti près de 10 milliards de francs CFA pour le paiement de 5 000 nouvelles pensions et le paiement de pensions dues à certains retraités, qui a d'ailleurs déjà commencé cette semaine. On voit quand même que là, il y a une volonté affichée par le gouvernement de pouvoir solutionner les problèmes secteur d'activité par secteur d'activité. Moi, vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Il faut comprendre que la situation dans laquelle est plongée... Donc tout est noir pour vous? Non, tout n'est pas noir. Je vais vous poser des questions, je vous donne des réponses. Il y a des gens qui sont chargés sur le plateau pour dire que tout va bien. Moi, je dis aussi ce que moi je pense. Personne n'est là. Donc, nous sommes des esprits libres. Je le suis aussi. On apprécie respecter ma position, mon analyse. On ne vous la proteste pas. Je disais, si la CNSS est dans cette situation, l'État, nos autorités ont aussi une grande part de responsabilité. Pourquoi ils apportent des solutions? Vous me suivez? L'État lui-même doit, s'il y a quelqu'un, l'un des créanciers de la CNSS, c'est bien le président, mais lorsqu'un créancier rembourse sa dette, il n'y a pas de quoi se féliciter. Ça n'a l'ordre normal. Ça n'a l'ordre normal des choses. Donc, moi, je n'ai pas à féliciter ça. La CNSS n'a plus mis la clé sous le paillasson comme on l'a cru il y a quelques mois. Bien sûr, on est en train de mettre les choses dans l'ordre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est le secteur privé, c'est les travailleurs qui cotisent et c'est l'État qui nomme des gens à la gouvernance de cette structure. Et on a vu, et souvent, ces nominations sont des nominations qui ne correspondent pas au management que nous aurons tous souhaité à la tête de cette institution. Donc, c'est un retour normal des choses. L'État ne fait que payer en partie sa dette, il doit encore de l'argent, il faut qu'il fasse encore un effort supplémentaire dans ce qu'il doit pour permettre à la CNSS de trouver un certain équilibre financier. Pascal Koulou, sur ce point. Oui, ce que je veux dire, c'est que notre système de protection sociale a connu quelques difficultés. Aujourd'hui, les choses sont en train... Les difficultés importantes, pas oui, mais non, parce que non, il y avait des difficultés, il y avait des retards de paiement.
on n'a jamais... La CNSS a failli mettre la clé sous le paillage. Oui, mais c'est non. Il faut parler de quelques difficultés. Vous savez, non, mais la vraie difficulté, pas quelques réorganiser comme si c'était quelque chose de banal. Réorganiser une structure, lorsqu'elle est dans une situation de déficit, c'est très difficile. Il faut déjà arriver à prendre le constat du déficit pour pouvoir y mettre de l'ordre. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République et par la volonté du gouvernement, la CNSS et la CNAMGES vont connaître une restructuration avec une meilleure implication des partenaires privés. Donc ça veut dire que le format de gestion interne va évoluer. C'est une excellente chose. Et les retards accusés par les retraités dans ce qui est de la perception de leur pension, ce retard va effectivement pour nous tous devenir un très vilain et lointain souvenir. C'est une évidence. Il en va de même aujourd'hui de l'offre hospitalière dans notre pays. Pourquoi? Parce que la modernisation de l'ensemble des structures hospitalières dans notre pays est en train de se faire. Le Premier ministre l'a dit, certains chantiers vont démarrer, d'autres sont en voie de finition. C'est une prise en compte de la demande sociale. Cette demande sociale, il faut le dire et le redire encore. Le Premier ministre lui-même, enfin, s'est fait l'écho de ce constat. Les choses ne vont pas bien, mais ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien qu'on va crier au loup de manière constante. Il faut avancer et assumer. Et assumer ensuite, c'est important aujourd'hui. Parce que nous avons là sur le plateau M. Libama. M. Libama est un syndicaliste. La responsabilité un acteur aussi... de la société civile. Oui, syndicaliste et membre important de la société civile. La responsabilité aussi de la société civile, c'est d'appeler à la résurgence des valeurs morales. Vous savez, le gouvernement a beau mettre dans les structures hospitalières un ensemble de mécanismes. Lorsque des comportements déviants existent et que personne ne les condamne, ou parce que le gouvernement tarde à faire l'inventaire de ce genre, il revient aussi au syndicat de participer. Moi, je voudrais saluer Mme Aminata, qui a dit le gouvernement n'est pas responsable du fait qu'aujourd'hui, il y a des trafics de médicaments dans les hôpitaux. Le gouvernement n'est pas responsable du fait que certains médecins choisissent d'envoyer des malades dans leur propre clinique privée parce qu'il y a une amélioration de leur gain personnel. Le gouvernement n'est pas responsable dans le fait que des gens arrivent en retard à leur lieu de travail. Donc, il faut, et c'est pour ça que le Premier ministre appelait au patriotisme, on ne peut pas révolutionner un pays lorsque l'on pense que la responsabilité de l'évolution et des mouvements de modernisation ne dépend que du seul gouvernement. Le gouvernement est adossé sur la capacité du peuple à exceller. Télésphore Bambobo, on va terminer l'émission en abordant rapidement ce point relatif à cette année 2023, hein, l'organisation des élections générales de notre pays, présidentielles, législatives et locales. Le Premier ministre Alain-Claude Bilémizé en a fait mention lors de sa déclaration de politique générale en annonçant par exemple la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité qui semble être un élément important dans ce processus-là, Et puis, il a appelé à mettre fin à la confrontation violente pour une démocratie plus apaisée, faite d'écoute, de conciliation et des prises en compte de points de vue de l'autre, même minoritaire. Monsieur Pambo, j'apprécie cette phrase de Louis Gaston Maïla qui dit toujours « Les gens qui se parlent ne se font pas la guerre ». Dès l'instant où on établit un dialogue permanent, systématique, entre compatriotes, en se disant qu'on a face de soi un frère, non pas un ennemi, ou je ne sais trop quoi, il va effectivement se passer des choses beaucoup plus apaisées dans notre pays. Il y a cette manière de faire les choses où, en permanence, là je ne fais pas de procès à qui que ce soit l'opposition ou la majorité, mais je considère que c'est un appel à la responsabilité de toutes les parties. Ce d'autant plus que, de part et d'autre, ils se connaissent bien. Ils ont cheminé ensemble. C'était des compagnons, pour ne pas dire des camarades. À partir de là, on est en désaccord sur les idées, on n'est pas en désaccord sur le Gabon lui-même. Donc, je considère que les gens, les Gabonais, les acteurs politiques, les acteurs publics doivent se parler en permanence. Marcel Libama, concertation politique qui doit réunir l'ensemble des forces vives de la nation ou doit-on seulement la circonscrire aux acteurs politiques? Non, il faut aller au-delà des acteurs politiques. C'est pourquoi, dans le triptyque de Bilémizé, j'ai apprécié le mot proximité. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sans les corps intermédiaires. La société civile aujourd'hui, partout dans le monde, est un partenaire incontournable. Ce Ligawa est très politisé. Hein. Incontournable. Donc, il faut associer
des partenaires sociaux à cette discussion. Les acteurs de la société civile sont encartés, personne ne dit mot. Ils sont encartés politiquement. C'est pas normal. Pour moi, je parle de la société civile. Oui, Elle est diverse. Elle est encartée. Ça, en grande partie, elle est encartée. Ça, c'est vous. Non, on ne dit pas, c'est vérifiable. Bien sûr. C'est vérifiable. Parce que si on prend, on sait, ils sont secrétaires généraux. Ils sont secrétaires généraux de partis politiques. Non, parce que, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Vous savez, il faut quand même que les gens qui posent des actes de critique en permanence là. Je sais pas, mais c'est la parole. C'est moi qui ai la parole. Et j'ai dit, des sociétés, on l'a vu. C'est un débat, c'est pas non plus un monologue. D'accord, oui. Mais vous pouvez parler, je vous empêche pas. Non, allez-y, le faire. Après. Donc je disais qu'on a vu ce que la société civile, est diverse. Elle est plurielle. Elle est plurielle. Elle est plurielle. Vous avez vu. On a pu prendre les pays comme le Congo, à Bangui, etc. On a vu, par exemple, les confessions religieuses font partie de la société civile. Et même vous, la presse, dans certains pays, la presse est considérée comme une partie de la société civile. Donc moi, je pense que cette société civile a sa place. Oui, c'est pas sa place. Parce qu'on vous conteste. La société civile, faut pas voir la société civile. Faut pas politiquement. Faut pas voir la société civile Marcel Ibama, il ne faut pas voir la société civile Pierre Mitsa, il ne faut pas voir la société civile. Non. On conteste le fait que la diaspora. On conteste le fait des Gabonais qui sont à l'extérieur, qui peuvent nous apporter il faut que j'arrête une certaine intelligence. Il faut que j'arrête cette hypocrisie. Je parle de société civile. On conteste la société civile, ceux qui sont encartés. On peut parler tous, on peut chanter tous, on ne peut pas tous parler. Évidemment. Donc je vous laisse parler. Merci, monsieur. Quand il s'agit de chanter, on pourra chanter tous. Non, je peux parler. Je vais dire une chose, c'est que il faut qu'on arrête dans ce pays-là, à un moment donné, cette hypocrisie ou encore cette imposture où des gens se recadrent dans ce civil, en plus de grands, d'éminents acteurs, et puis ils sont encartés politiquement. Non, il faut faire des choix. Soit on fait la politique en tant qu'acteur politicien, soit on fait le mouvement de la... Votre dénonciation, vous la faites à l'endroit de l'ensemble de la société civile. Une grande partie. Quand vous dites qu'elle est encartée, s'il vous plaît, quand vous dites qu'elle est encartée, s'il vous plaît, Marcel Ibama, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Moi, je parle de problèmes je veux clarifier. Non, je parle de problèmes politiques. C'est un raccourci mais c'est pas comme c'est une réalité, c'est pas un raccourci. Quand je parle de l'école, c'est une question éminemment politique. Les questions de gouvernance, évidemment, qui sont défendues par les organismes internationaux. Le syndicat travaille dans le champ politique. Oui, mais sauf que on le sait. Les syndicalistes sont les acteurs politiques. Chacun devrait connaître son couloir. Chacun devrait connaître son couloir. Pas la société civile dans son entièreté. Chacun devrait connaître son couloir. Non, monsieur, je n'oserais pas. Il y a les gens qui font. Je n'oserais pas le dire. J'ai bien précisé. Nous avons tous apprécié le discours de Monseigneur Ibaba. Nous, on le considère comme un membre de la société civile. Est-ce que vous pensez que j'ai bien précisé que certains acteurs éminents de la société civile sont encartés? Mais moi, en parlant, je fais allusion à cette société civile-là. Elle n'est pas encartée. Monsieur Libama, monsieur Pascal Koulou. Maintenant, si vous voulez parler de la société civile encartée, ce n'est pas mon sujet ici. C'est fini. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Attendez votre tour de parole. Mais je l'ai dit à mon tour de parole. Malheureusement, votre tour de parole ne viendra plus pour cette émission de ce soir parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. 52 minutes, c'est long. On n'a pas tout abordé, évidemment. On est resté focus sur le social, notamment ce qui concerne les urgences de l'heure. On aura l'occasion de revenir sur la densité de la déclaration de politique générale du Premier ministre et chef de gouvernement Alain-Claude Billy-Binze. C'était le 24 janvier dernier devant les députés de l'Assemblée nationale. On va décrypter à nouveau prochainement dans une autre émission de l'Édumir ou bien de Métronome, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci beaucoup, Marcel Ibama, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.